Aujourd'hui, je suis au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Toulouse, où se tient une exposition sur l'ours jusqu'en juin 2014. Vous voyez derrière moi un ours des Pyrénées qui a été naturalisé il y a à peu près un siècle. L'ours est un animal tout à fait symbolique, un animal qui est à la fois proche et étranger, un animal important, et pourtant il est chassé, il est attendrissant, et pourtant il est dangereux. En tout cas, il est au centre d'enjeux multiples, à la fois territoriaux, environnementaux, économiques et bien sûr politique. Voilà pourquoi le dessous des cartes va essayer de vous parler aujourd'hui de la situation des ours dans le monde, en Europe et en France, où il ne vit plus aujourd'hui que dans les Pyrénées. 8 espèces d'ours ont pu être répertoriées sur la planète. L'ours brun, qui vit sur plusieurs continents, habite dans les forêts, les toundras arborées, les montagnes tempérées. Au total, 200 000 spécimens, dont près de la moitié rien qu'en Russie. L'ours noir américain, il vit en Amérique du Nord et occupe des habitats divers, toundra gelée au Labrador, forêt humide en Alaska, marécages en Louisiane, forêt clairsemée au Mexique. On recense près de 950 000 spécimens. Le grand panda en Chine, 1600 spécimens à l'état sauvage. Et puis il y a aussi l'ours à collier, l'ours des cocotiers, l'ours paresseux, l'ours à lunettes dont vous voyez la localisation, mais dont on connaît assez mal les effectifs. Et puis enfin l'ours polaire, qui vit sur la banquise entre l'Alaska, le Canada, le Groenland, la Norvège, la Russie, soit 20 000 à 25 000 spécimens. Tous sont omnivores, sauf l'ours polaire qui mange presque exclusivement de la viande, et le grand panda qui se nourrit de bambou. Ces animaux ne vivent pas en meute, mais en solitaire. Ils ont besoin de vastes territoires pour l'habitat et la chasse, s'étendant à peu près en moyenne sur 300 km². Sauf que ces espaces de vie et de chasse se réduisent à mesure que l'homme étend ses activités, quelles qu'elles soient. Toutes les espèces d'ours que nous venons d'évoquer ont des problèmes de cohabitation avec l'homme. Prenons l'exemple du grand panda, dont vous voyez la répartition aujourd'hui en Chine. Vers 1850, les grands pandas étaient présents sur une zone bien plus étendue qu'actuellement, car l'extension des zones agricoles que vous voyez en vert sur la carte est venue morceler progressivement son habitat. Aujourd'hui, du fait de la conversion des forêts en terres agricoles le long du fleuve Yangtze, le grand panda a migré en altitude. Et même là, son habitat, essentiellement dans la province du Sichuan, s'est fragmenté entre plusieurs chaînes de montagnes. Deuxième exemple, l'ours des cocotiers qui vit dans les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est. Là pousse le bois de teck indonésien ou les choréas en Malaisie. Et du fait de la forte valeur commerciale de ces bois sur le marché international, la déforestation est massive. L'Indonésie et la Malaisie figurent parmi les 5 plus grands producteurs de bois tropical au monde. Et à cela s'ajoute l'exploitation du palmier à huile, une culture intensive qui contribue grandement à la disparition des forêts. Eh bien, dans ces deux pays, la baisse du nombre d'ours des cocotiers est directement proportionnelle à la déforestation. Troisième facteur, maintenant l'urbanisation. Allons voir ce qui se passe en Inde, où habite l'ours paresseux. La population urbaine de l'Inde a été multipliée par 6 depuis 1951. Or, l'ours paresseux vit à basse altitude, en dessous de 1500 mètres, donc à proximité des zones construites ou urbanisables. Résultat, ces ours vivent dans des forêts mitées par les habitations humaines. Ils sont donc particulièrement vulnérables et constamment dérangés. Bien, je résume. Extension de l'agriculture, de la déforestation, de l'urbanisation, mais il y a aussi une quatrième menace, c'est le réchauffement climatique. Allons maintenant dans l'Arctique. Vous voyez ici l'extension moyenne de la banquise saisonnière durant l'été entre 1992 et 2006. Puis maintenant l'extension en septembre 2012. Année après année, la banquise saisonnière réduit en superficie, en épaisseur, en temps de présence. Or, l'ours polaire se nourrit essentiellement de phoques qui vivent sur la banquise, donc ses ressources alimentaires commencent à manquer et sa survie peut être menacée. Maintenant, allons voir la répartition de l'ours brun en Europe. Au total, hors Russie, on y compte près de 15 000 ours bruns.
Parmi les populations les plus nombreuses, on trouve la Roumanie, la Suède, la Finlande, la Croatie et la Slovénie. Et à l'inverse, en Europe du Sud, en Espagne, en Italie, en France, les populations sont plus réduites. Pourquoi? Eh bien, plusieurs facteurs ont joué au fil des siècles. À partir du Moyen Âge, c'est l'essor du christianisme qui veut absolument placer l'humain au-dessus de la nature. Il y a la constitution des grands royaumes qui s'accompagne de la volonté symbolique et économique d'écarter les ours. Puis à partir du XVIIIe siècle, l'avènement de l'ère industrielle qui entraîne une nette réduction des habitats naturels. Il faut attendre en fait la deuxième moitié du XXe siècle et l'émergence de la pensée environnementaliste pour entraîner une prise de conscience, ce qui ouvre progressivement sur la mise en place de mécanismes de régulation afin de protéger la biodiversité. L'ours brun passe donc peu à peu du statut d'animal nuisible à celui d'espèce protégée. Allons voir la situation dans les Pyrénées, où les populations d'éleveurs et d'agriculteurs ont dû réapprendre avec difficulté à cohabiter avec l'ours. Début du XXe siècle, les ours bruns sont présents sur l'ensemble du massif pyrénéen, avec environ 150 individus. Puis en 1950, leur population se divise en deux noyaux, l'un dans les Pyrénées occidentales, l'autre dans les Pyrénées centrales et orientales. On ne compte plus alors que 70 individus. Donc au fil des années, la très forte diminution du nombre d'ours se poursuit, ce qui conduit à la protection légale de l'espèce en 1981. Et pourtant, en 1990, il n'y a plus aucun ours dans le noyau centre-oriental et plus que 7 individus dans le noyau occidental. Là aussi, comment expliquer cette quasi-disparition? Plusieurs facteurs ont joué sur la longue durée. À partir du XVIIe siècle, le bois des forêts pyrénéennes est utilisé à large échelle pour la construction des bateaux de la marine de guerre, puis pour étayer les mines de fer. Au XIXe siècle, ce sont les battues, les montreurs d'ours. Au XXe siècle, la construction de barrages hydroélectriques, le trafic routier, et puis comme toujours la chasse et le braconnage. Dès lors, que pouvait-on faire? Pour éviter la totale disparition de l'ours en France, entre 1996 et 1997, 3 ours slovènes, génétiquement proches des ours pyrénéens et ayant le même habitat naturel, ont été réintroduits dans la commune de Melle. Leur mission était de renforcer la population d'ours autochtones. Mais le 1er novembre 2004, Canel, la dernière ours de souche pyrénéenne, est abattue par un chasseur à Urdos, en vallée d'Aspe, et sa mort provoque une émotion nationale. Au total, 8 ours ont été réintroduits dans le massif pyrénéen, dans les communes que vous voyez sur la carte. Aujourd'hui, 4 sont toujours vivants. On voit là leur territoire actuel de peuplement. Tous se sont bien adaptés, ils se sont reproduits, mais comme vous le voyez, leurs territoires actuels sont relativement éloignés de leur zone de réintroduction, à l'image de Pyros, relâché en Haute-Garonne, et qui vit désormais entre l'Ariège et l'Espagne. Et cela pose des problèmes à certaines franges de la population locale qui n'ont pas été consultées quant à ces réintroductions. Car pour trouver plus facilement de la nourriture, les ours surmontent leur méfiance naturelle, ils s'approchent des voies de communication, mais surtout des troupeaux se trouvant dans les pâturages d'altitude, c'est-à-dire les estives. Avec 600 000 ovins, les Pyrénées se caractérisent par l'importance du pastoralisme ovin et par la transhumance. Or, ces dernières décennies, l'ours ayant pratiquement disparu des Pyrénées, les moutons n'avaient plus besoin d'être protégés et les patous, c'est-à-dire les chiens de protection, étaient bien moins nécessaires. Les éleveurs avaient donc partiellement renoncé au gardiennage, notamment pour les troupeaux à viande. Alors la réapparition de l'ours a été vécue comme une contrainte par les éleveurs, d'autant plus que le pastoralisme est un secteur économique fragile. Donc on comprend pourquoi les réintroductions d'ours ont pu susciter l'opposition d'une partie des éleveurs pyrénéens. Donc allons voir comment cela se passe en Slovénie, puisque c'est bien de là que viennent les ours réintroduits dans les Pyrénées. En Slovénie, la population d'ours bruns compte entre 550 et 700 spécimens et vit dans les forêts du sud du pays. D'ailleurs, c'est la Slovénie qui abrite la plus importante densité d'ours en Europe. Plus de 100 ours pour 1000 km² contre moins de 1 ours pour 1000 km² dans les Pyrénées.
L'ours Leven est donc conduit plus encore à se rapprocher des zones de vie des hommes pour se nourrir. Et pourtant, la situation est moins problématique que dans les Pyrénées. Alors pourquoi? Eh bien, plusieurs facteurs jouent. Il n'y a que 140 000 ovins à l'échelle du pays. Le nombre d'ovins est donc sans commune mesure avec celui des Pyrénées, où ils sont 600 000. Ensuite, les ovins vivent en enclos la nuit. On ne pratique pas la transhumance. Et puis, ont été installés environ 200 points de dépôt de nourriture spécifiquement destinés aux ours. Cela tient les ours loin des villages et de plus, cela permet un suivi précis des populations. Dernier facteur, en Slovénie, l'ours est devenu un produit d'appel pour le tourisme et même un objet de fierté nationale. On comprend donc que chaque théâtre a sa spécificité, mais que les problèmes et les crispations pourraient être peut-être évités dans les Pyrénées. Alors les nombreux clivages qui existent entre les diverses parties dans les Pyrénées doivent bien sûr être nuancés. Tous les éleveurs et bergers ne sont pas nécessairement hostiles à la présence de l'ours dans les Pyrénées et tous les agents de l'État central français ne sont pas systématiquement favorables à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Donc la situation est complexe. Il a semblé que l'ours était un petit peu un symbole du fonctionnement de notre démocratie. En tant que mammifère, plantigrade, il m'a semblé qu'il reflétait un petit peu de notre humanité et de l'unité du vivant. Mais en disant cela, je n'exprime là qu'un point de vue personnel de citoyen qui tente de réfléchir un petit peu à long terme. Je ne suis pas moi-même éleveur dans les Pyrénées. Donc comme toujours, c'est à la loi de trancher et comme toujours en politique, gouverner, c'est choisir.